Voilà, nous allons maintenant traiter du problème 4. Dans ce problème, on a une situation qui est dessinée, c'est, on pourrait dire, une liaison entre différents atomes dans une molécule. Alors, on a ici les axes, donc je dessine simplement X, Y, et puis on nous dit ici et là, on a du cuivre 2+, c'est-à-dire qu'il est chargé positivement 2 fois, et puis on a du cuivre 2+, également là. Chacun se trouve à une distance d de l'origine. Et puis, autour de l'origine, on a un atome d'oxygène qui peut se déplacer sur cet axe. Alors, ici, il a été dessiné ici. Il faut vous imaginer qu'il va se déplacer le long de l'axe X. On va voir pourquoi, d'ailleurs. En fait, il va osciller en raison de cette force de Coulomb. Donc, l'oxygène qui est là est chargé 2 fois négativement. C'est-à-dire qu'on a comme une liaison parfaitement ionique. Les atomes de cuivre ont donné leurs électrons à l'oxygène. Bien sûr, il faudrait un deuxième oxygène, puisqu'ici on a 2 moins, mais il n'est pas dessiné ici. Okay. La position de l'oxygène se trouve à une certaine distance x de l'origine, ici. Voilà. Et puis l'idée, c'est de montrer que justement, dû à la force de Coulomb qu'il y a entre l'atome d'oxygène et les atomes de cuivre, qui se trouvent bien sûr à des distances. Alors je dessine tout de suite les vecteurs. Ici, on a R1. Je vais même le dessiner en bleu peut-être, comme ça on le voit mieux. Voilà, ça c'est mon R1. Et puis le vecteur R2 qui relie ce cuivre-là à l'oxygène. Voilà. Donc en fonction de la position ici, on va avoir une force de Coulomb qui varie et on va voir que ça va mener à un système qui est un peu comme un oscillateur harmonique, un peu comme à l'image d'un ressort. Voilà. Alors pour trouver ça, alors on vous dit les différentes étapes. La première chose, c'est calculer la force électrostatique qu'on a ici, donc la force de Coulomb entre l'oxygène et ses atomes de cuivre. Alors si je donne déjà comme première chose les vecteurs et leurs composantes, alors R1, contrôlez bien que c'est X et puis moins D pour les composantes X et Y. Et puis R2, c'est X et D. La procédure maintenant, c'est vraiment calculer, comme on a fait dans l'exercice 1 de la série 1, c'est vraiment calculer le champ électrique ici, puis ensuite calculer la force de Coulomb. Donc c'est pas très compliqué. Il me faut les vecteurs que j'ai déjà, et puis j'ai besoin des normes. Donc R1, il a la même longueur que R2. Et puis ça vaut simplement racine carrée de x carré plus d carré. Voilà. Bon, j'ai tous les ingrédients. Je sais que le champ électrique ici, je fais une flèche pour dire où je le calcule. Je calcule le champ électrique là. C'est la somme du champ électrique dû au premier cuivre, que j'appelle E1, plus le champ électrique dû au deuxième. Alors j'ai simplement K fois la charge du cuivre, donc 2E, divisé par la norme de ce truc à la puissance 3, donc c'est la racine carrée à la puissance 3, ça donne une puissance 3 demi, on est d'accord, fois le vecteur R1, X moins D, et je fais la même chose pour le deuxième cuivre, demi, et puis là j'ai X et D. Et on voit que, comme on pouvait s'y attendre, à la fois l'oxygène va être attiré vers ce cuivre, mais aussi vers celui-là. Donc les composantes verticales du champ électrique
s'annule. Et on le voit ici puisqu'on a moins d plus d. Par contre, la composante horizontale ne s'annule pas. Donc si on fait maintenant le calcul, ça donne 4ke divisé par x carré plus d carré puissance 3 demi fois x0. Voilà. Donc ça c'est le champ électrique. Maintenant pour calculer la force sur l'oxygène, il faut que je tienne compte de la charge de l'oxygène. Donc on a que la force, l'autre est nulle bien sûr, mais la force selon x uniquement, c'est moins 8ke carré divisé par x carré plus d carré puissance 3 demi fois x. Voilà. Alors, on voit que la tendance, c'est que la force, elle veut rappeler, c'est une force de rappel, si on veut, qui tend à faire revenir l'oxygène au centre, ici, on est d'accord. Et puis, si x est très petit, c'est-à-dire qu'on n'éloigne pas trop l'oxygène de l'origine ici, la somme ici de x carré plus d carré, finalement, devient juste d carré, parce que si x est tout petit, x est beaucoup plus petit que d. On suppose ça, et bien on peut simplifier ça. Alors on trouve que f de x vaut à peu près moins 8ke carré sur d carré 3 demi, donc il ne reste plus que d puissance 3 fois x. Donc je rappelle, pour x très petit par rapport à d, eh bien dans cette parenthèse, on n'a plus que d qui est important, et puis je peux simplement négliger la valeur de x. Voilà. Donc on a ici, c'est ça qui est important de voir, c'est qu'on a ici une force qui a une certaine constante ici, et qui est proportionnelle ensuite à x. Donc on a une constante de proportionnalité fois x. Si on se rappelle, pour le ressort, on a la force de rappel du ressort, c'est moins kx. C'est exactement le même principe. On a une constante, la rigidité du ressort, et on multiplie par x. Et puis ça mène, on a vu, je vous laisse revoir la théorie qui vous permet de l'écrire, c'est simplement résoudre l'équation différentielle. On trouve qu'on a, lorsqu'on va tendre un ressort et le lâcher, eh bien on va avoir une fréquence d'oscillation du ressort qui est la racine carrée, ça c'est la fréquence angulaire, de k sur m. Alors ici on a le même genre de force, donc on tire un peu l'oxygène de l'origine, parce que lorsqu'il est à l'origine, on est d'accord qu'il n'y a aucune force selon x. Il y a uniquement des forces verticales qui s'annulent, donc il va rester là. Mais dès le moment où je tire un peu l'oxygène, eh bien j'ai cette force qui est proportionnelle à x et qui a tendance à vouloir le ramener à l'origine. Et du coup, si je lâche l'oxygène, en quelque sorte, eh bien il va commencer à osciller comme ça, avec une fréquence de ce type-là. Simplement pas avec la constante d'un ressort, mais avec cette constante-là à la place. Donc ici, on a fx égale à moins 8ke carré sur d cube fois x. Donc ça signifie, bien sûr le k c'est pas le même, alors ici je mets le k ressort si vous voulez. Ça c'est bien sûr la constante 1 sur 4pi epsilon 0. Donc oméga va être, dans ce cas-là, 8ke carré divisé par d cube. Et puis on doit avoir encore la masse de l'oxygène. Lui, il a une certaine masse. Masse de l'oxygène. Voilà, donc là on a en fait fini le problème. On a la fréquence d'oscillation. Alors si on l'écrit sous forme de fréquence en Hertz, on aura 1 sur 2pi fois ce terme-là. D cube M0. Si on fait le calcul, on obtient environ 19,7 THz.
Et puis, on vous demande de donner cette fréquence en termes de nombre d'ondes, et on vous définit ça comme 1 sur lambda, avec lambda étant la longueur d'onde de la lumière en centimètres. Donc, on doit calculer ça. On a nu, ça va être cette fréquence, mais on va diviser justement par la vitesse de la lumière ici, en centimètres. Ok. On aura bien quelque chose qui est en centimètres moins 1, puisque la vitesse est des centimètres par seconde, et puis si on a des par seconde, les secondes se simplifient, mais on a des centimètres moins 1 qui restent. Et puis si on fait le calcul, on obtient environ 660 centimètres puissance moins 1. Voilà, c'est pas très important, mais c'est simplement pour faire le lien avec la réalité, puisque la réalité de cette situation-là, qu'on retrouve en fait dans des matériaux assez intéressants qui sont des supraconducteurs, où on a une des liaisons qui est de ce type-là, et puis si on calcule cette fréquence, enfin si on mesure cette fréquence pour ces atomes-là, on trouve quelque chose qui finalement est relativement proche. La réalité, je vais l'écrire comme ça, la réalité nous donne quelque chose comme 320 cm moins 1. Ça veut dire qu'on a une fréquence qui est... ok, on a simplement un facteur 2 entre les deux, mais c'est intéressant que dans une simplification telle, qui est comme impressionnante, on fait un petit calcul, puis finalement on obtient quelque chose qui est en tout cas du bon ordre de grandeur avec la réalité. Il y a quelques petits détails en plus qui sont donnés justement sur le spectre des fréquences que l'on obtient pour ce matériau-là dans le corrigé, mais il ne faut pas vous attarder à ça finalement. Le plus important pour moi, c'est que vous maîtrisiez bien sûr le calcul du champ électrique, ça c'est vraiment essentiel. La force, bien sûr sa simplification, mais je pense que ce n'était pas l'étape la plus difficile. Remarquez qu'une force qui est proportionnelle à la position, avec un signe moins ici, c'est-à-dire de rappel, eh bien finalement est comme pour un ressort, et donc ça donne lieu à un oscillateur harmonique, à une oscillation harmonique avec une fréquence que l'on peut calculer assez facilement. Voilà pour le problème 4.